Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Culture Soccer. Aujourd'hui un programme assez chargé, on va parler pas mal de transferts, de mercato MLS puisque c'est toujours la période et il y a pas mal de mouvements qui se font au sein même de la Major League Soccer. Et puis après on va parler un petit peu de coach de CONCACAF Champions League très rapidement, mais surtout des trophées de Canada Soccer et de la sélection américaine, trophées de meilleurs joueurs et meilleures joueuses de l'année délivrés par les fédérations. Et pour parler de tout ça, je suis avec Adi Raphaël. Comment ça va, Adi? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Très excité de faire ce podcast parce que y a beaucoup de choses à dire, mais des choses intéressantes. Bien évidemment, on va essayer de donner notre avis en espérant qu'il soit bon. Mais voilà. Ouais. Oui, c'est plutôt pas mal, en effet, de faire des bons avis plutôt que des mauvais. On va avoir pas mal de choses à dire, en effet, malgré la off-season, beaucoup de choses se passent. Donc c'est pas mal, on ne s'ennuie pas trop en MLS. Et on va parler tout de suite de transfert. On va commencer par deux joueurs. Alors, un joueur qui part à Anderlecht en Belgique, c'est Murillo, le joueur de New York, des New York Red Bulls, qui a annoncé que le Panaméen allait partir à Anderlecht en Ligue belge, pour ceux qui ne savent pas. Et apparemment, le transfert aurait été autour d'1 million de dollars. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il a seulement 23 ans, mais est-ce qu'il il avait le niveau pour partir en Europe? Écoute, on s'entend qu'avec les Red Bulls, c'était quand même un très très bon défenseur droit. Je trouve aussi l'international panaméen, on le sait. Mais oui, je trouve qu'il a le niveau. Il est encore jeune, il a 23 ans, donc comme tu l'as dit, donc il a cette marge de progression-là. Puis aller dans un championnat belge, dans une équipe dominante, ça peut beaucoup l'aider à se développer encore plus. Donc en premier, c'est sûr, je le vois pas être titulaire, par exemple, à Anderlecht dès la première année, même si tout est possible. Tout est possible. Je m'attends à ce qu'il y ait une période d'adaptation, peut-être pour les 6 premiers mois, donc la fin de cette année-là, pour qu'il soit titulaire l'année prochaine. Un peu ce qu'avait fait un peu Montpellier avec Ambroise Oyongo quand il l'avait signé. Un peu dans ce côté-là où ils l'ont mis un peu, pendant 6 mois, c'était la doublure de Roussillon, puis après c'est devenu le titulaire en tant que latéral gauche à Montpellier. Mais c'est à peu près la même chose que je vois pour Murillo. Par contre, du côté des Red Bulls, c'est une nouvelle ère qui va commencer du côté des Red Bulls. Il y a tout le monde qui s'en va en même temps. On a eu l'habitude. Ouais, mais c'est ça. Ça fait du monde. C'est fou parce qu'on a eu l'habitude qu'ils aimaient bien changer leur joueur cadre d'une année à une autre. Mais là, c'est pas juste les joueurs cadres, c'est tout le monde qui s'en va. Il y aura une nouvelle équipe presque à 100%. Hein. Ouais, non, le 11 de départ va vraiment être changé. Je pense que pour Murillo, ils ont déjà la solution en interne, puisqu'il y a Kyle Duncan, qui est un international U23 américain, qui a joué quelques petits bouts de match l'année dernière et qui n'était pas trop mauvais. Je pense qu'il sera titulaire la saison prochaine. Et c'est marrant que Murillo parte à Anderlecht, puisque Anderlecht est vraiment, c'est l'ancien club de Sacha Kljestan notamment, vraiment lié avec la MLS. Et, ils aiment beaucoup faire signer les joueurs de là-bas, je sais pas pourquoi. Mais très content pour Murillo. En tout cas, c'est toujours bien, je trouve, d'avoir des talents qui partent en Europe pour montrer que la MLS peut former et faire de bonnes choses. Et en continuant de parler de Ligue belge, je voulais juste mentionner qu'il y a aussi Chris Durkin, un milieu de terrain de DC United, qui est en prêt en ce moment à, je vais passer Saint-Truden, le club de la Ligue belge, et qui a eu sa première titularisation hier soir, alors qu'il est en prêt là-bas. Donc voilà, la Ligue belge qui pourrait être une bonne passerelle pour peut-être un parcours européen un peu plus long pour Chris Duncan et pour Michael Murillo. Mais comme tu disais, les Red Bulls perdent nombreux joueurs et c'est une transition toute trouvée pour notre prochain sujet qui est Luis Robles, le gardien légendaire des New York Red Bulls, qui a trouvé un nouveau contrat du côté de l'Inter Miami. Donc c'est un contrat gratuit, il n'y a pas eu de transaction à faire. Il a 35 ans, ça faisait quelques saisons déjà qu'il était au New York Red Bulls et il est très content apparemment d'arriver à Miami. On s'attend à ce qu'il soit très probablement titulaire, puisque les deux autres gardiens sont l'ancien numéro 2 de Seattle, Brian Meredith, et puis John McCarthy, un gardien qui vient d'USL, de Tampa Bay. Donc Robles, à ton avis, est-ce qu'il a, malgré son âge, encore l'ambition et le talent pour être titulaire en MLS à l'Inter Miami? Ben oui, il est extraordinaire encore. L'année passée, oui, c'est vrai que les Red Bulls n'ont pas eu une saison d'enfer l'année passée, sauf que Robles a toujours été bon. Bon, il a fait
quand tu finis par faire 3-4 arrêts clés par match, c'est sûr que tu vas faire quelques petites erreurs parce que c'est normal, tu vas perdre un peu la concentration. Sauf que c'est un des meilleurs, si ce n'est, en tout cas proche des meilleurs gardiens de la MLS, même à 35 ans. On sait que, point de vue gardien, 35 ans, on n'est pas très vieux encore, on est encore dans notre apogée jusqu'à c'est peut-être la dernière année où tu es encore à ton apogée, puis là, ça va commencer au bout d'un an à un peu descendre. Donc, au poste de gardien, 35 ans, c'est pas un attaquant central, un attaquant de pointe à 35 ans. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne idée, pardon, pour Miami. Surtout que on sait que dans des équipes d'expansion, c'est souvent les équipes, les coachs, l'organisation en tant que telle n'est pas encore habituée au fonctionnement de la MLS et avoir des forces comme ça, des leaders avec énormément d'expérience de la MLS dans l'effectif, ça fait beaucoup de bien. Et c'est ce qui a manqué, par exemple, à Cincinnati l'année passée, même s'ils avaient Waston, et Waston était blessé pendant un bon moment, mais il n'y avait pas ce gros leader comme Robles, qui est très calme, très serein, non, j'aime beaucoup ce choix-là. Je trouve que c'est un très, très, très bon choix. En plus, ils ont de la Garza aussi qu'ils ont signé. On en avait parlé, je pense, la fois dernière. Bref, non, c'est deux très bons choix pour Robles de la Garza. Miami commence à faire de bonnes emplettes. Oui, il y a de l'expérience, c'est sûr. Hein. Derek Garza, Lee Wynn, Brian Meredith, Alvas Powell, Ben Sweat. Ils sont pas mal pris des bons talents en MLS et je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il sera titulaire peut-être 1 an, peut-être 2. Et qui sait, soit l'année prochaine, John McCarthy montre de bonnes choses d'entraînement et il est numéro 1, soit ils ont apparemment, ils ont ils ont des homegrown players' rights, donc c'est les droits, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, ils ont des droits pour un gardien qui s'appelle Drake Callender. Donc, ils ont peut-être aussi qui est plus jeune, et donc peut-être ils ont ce plan en futur. Mais oui, de très bonnes choses du côté de l'Inter Miami. Il manque plus qu'un coach, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, sans coach, c'est peut-être pas mal d'avoir un peu d'expérience de ce côté-là. C'est certain. Deux autres petites choses que nous voulions mentionner, trois autres, pardon, des joueurs et des rumeurs. Tout d'abord, Sacha Kljestan se dirigerait, selon Kevin Baxter, un journaliste local, au LA Galaxy. Sacha Kljestan qui est très connu pour son temps avec avec Anderlecht, comme on parlait, puis les New York Red Bulls. Récemment, il était à Orlando, mais ça s'est pas très bien passé. Il était agent libre, donc il signerait, si ça se passe comme prévu, gratuitement au LA Galaxy. Je suis très étonné, elle a dit, parce que c'est vraiment pas là où les Galaxy ont besoin de talent. Au milieu de terrain, ils ont quand même un roster plutôt bon. C'était plutôt au niveau de l'attaque ou de la défense qu'on s'attendait à avoir des signatures. Est-ce que tu penses que Sacha Kljestan sera titulaire l'année prochaine ou est-ce qu'il jouera un rôle prépondérant chez le LA Galaxy? Ouais, je pense que ça va plus être un joueur de rotation. Je doute qu'il soit titulaire à 100%. Par contre, je suis sûr que son salaire sera pas. Je sais qu'il a été DP, donc joueur désigné, puis il ne sera bien évidemment plus DP, mais je doute très fort que ce soit un simple joueur lambda. Donc, je pense qu'il va prendre, par exemple, de l'argent d'allocation ciblée, donc du TAM, pour ceux qui connaissent un peu ce que ça va penser. Donc, quelqu'un qui va être payé à plus que 550 000 l'année. Donc, déjà, je trouve que c'est un gros salaire pour une équipe qui a vraiment, mais vraiment besoin de renfort en défense. Et non pas au milieu de terrain, comme tu l'as dit. Je pense que c'était surtout au poste de milieu central. On n'est même pas en train de parler d'ailier. Hein. Donc, Kestan joue dans le cœur du jeu. Et c'est là où ils avaient le plus de joueurs, selon moi. Donc, je comprends pas si jamais ça arrive. Je comprends pas quelle est l'idée derrière tout ça. Après, bon, on est encore très, très tôt. Puis, Kestan, c'est une bonne chose parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et c'est un joueur qui est très très bon, qui a été très très bon parce qu'à Orlando c'était pas très très bon, mais toute l'équipe allait pas très bien. Donc bref, curieux de voir ce qui se passe en fait dans les coulisses du côté de la Galaxy. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un échange, un autre milieu de terrain peut-être qui va aller dans une autre équipe pour acquérir des défenseurs ou bien un attaquant de pointe vu que Ibrahimovic est plus là. Bref, il peut y avoir plein de choses qui jouent dans cette signature là.
Oui, je m'attends à voir un attaquant de pointe arriver. Et puis le petit clin d'œil, c'est que le frère de Sacha Kljestan, Gordon Kljestan, qui était professionnel, il a une petite carrière professionnelle, a été drafté par Los Angeles Galaxy il y a à peu près 10 ans. Donc c'est marrant de voir qu'il revient aussi à Los Angeles Galaxy, puisque Sacha aussi a vécu quand il jouait au Chivas USA. Quand il a commencé en MLS, il était déjà à Los Angeles. Mais oui, je pense qu'ils vont aller chercher un neuf aussi, ils en ont besoin. Le Galaxy, puisqu'ils ont vraiment peu d'attaquants sous la main depuis le départ d'Ibrahimovic. Donc ça va être intéressant de voir. Et en parlant d'attaquants, on va pouvoir parler de la grosse rumeur qui est un peu voilà, qui brûle les réseaux sociaux, c'est Lucas Cavallini qui serait en train de partir de la Liga MX. C'est un attaquant mexicain, pour ceux qui ne le connaissent pas, 26 ans, qui joue à Puebla et qui joue très bien à Puebla. Hein. Il a 29 buts en 2 ans et demi et il serait sur le move à peu près. Il était d'abord il y avait des rumeurs pour un départ au Sporting Kansas City, mais finalement, ce serait Vancouver, plus simple puisqu'il est canadien. Et les rumeurs étaient autour de 5 millions de dollars, donc on va voir encore combien Vancouver met, mais les rumeurs semblent dire qu'il est vraiment très très proche de rejoindre les Whitecaps. Est-ce que c'est une bonne signature déjà pour les Whitecaps? Toi, tu le connais très bien, parce que tu l'as vu en équipe nationale, au niveau de la Gold Cup notamment. Est-ce que c'est une bonne signature pour les Vancouver Whitecaps? Ah oui, c'est une excellente signature. Je pense que les Whitecaps cherchent un numéro 9 depuis leur entrée en MLS, même s'ils ont eu des joueurs qui ont été quand même pas mal de temps en Ne temps. crache pas sur Kei Kamara. Non, 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 je dis c'est ça, mais ça a pas été un joueur qui est Camara qui est resté 5 saisons à Vancouver. Il est resté 1 an, je pense, si je me rappelle bien. Ouais. Donc bref, c'est pas. Il cherche cet attaquant qui est pas vieux, parce que Kei Kamara était avec, je pense, 33 ans quand il était à Vancouver ou 32 ans. Il cherche un attaquant qui est physique, ce que Cavallini est. C'est un joueur, c'est un tank. C'est vraiment un très, très bon joueur. Pas un tank du point de vue où il est grand de taille puis il joue de droit au but. C'est qu'il a une puissance physique assez intéressante. C'est parfait aussi pour l'équipe nationale canadienne de le voir de nouveau au Canada. Parce que les déplacements vont être un peu moins chiants, ça va être plus proche des yeux du sélectionneur. C'est sûr qu'il fait partie de l'équipe Canada. Il est à 100% tout le temps appelé par l'équipe Canada. Très, très bon joueur. Vraiment, ce serait une signature, un gros, gros coup de la part de Vancouver. Par contre, il y a une chose qui m'étonne, c'est que Cavallini avait toujours dit, j'avais vu une entrevue de lui il y a peut-être 2 ans, il avait dit, moi, la MLS, c'est très difficile que j'y revienne. Puis, au cas où je vais revenir, il y a une seule équipe où je reviendrai, c'est Toronto. Et puis là, ça a l'air que, bon, il a changé d'avis. Il paraît que l'offre financière et économique de Vancouver est quand même très, très élevée parce que Cavallini avait plusieurs offres de la part de plusieurs clubs de Liga MX. Donc, bref, ça a l'air d'un très gros coup. Il faut dire que Vancouver a de l'argent. On Ouais. sait qu'ils ont assez d'argent pour pouvoir les dépenser. Donc, Et bref, puis non, une surtout, très, très bonne, je pense, une très bonne signature si jamais ça arrive. ouais, puis surtout, ils ont besoin de buts, hein, parce qu'ils avaient une attaque pas terrible l'année dernière, deuxième pire attaque de la ligue. Et avec Freddy Montero et puis Jordi Reyna, ça peut faire un beau trio offensif du côté de Vancouver Whitecaps. C'est vrai que je suis assez surpris de le voir partir moi aussi en MLS. C'est peut-être aussi on va peut-être dire ça montre que la MLS s'est peut-être améliorée. Peut-être qu'il y a quelques années, ils pensaient que Toronto était la seule destination parce qu'il y avait Jovinko et Altidore et que les autres clubs canadiens ne lui plaisaient pas. Peut-être que maintenant, en plus de l'offre financière, la MLS a un certain niveau qui lui font dire qu'il aimerait bien y jouer et qu'il n'y a pas que la Liga MX en Amérique du Nord. Donc c'est pas plus mal hein, de ce côté-là. C'est Et tu voulais sûr. parler aussi, pardon, Ouais, je veux Ouais. juste préciser quelque chose. C'est pas seulement que en fait, il est natif de Toronto. C'est la Mhm. raison pourquoi il choisit plus. Il avait parlé de Toronto FC parce qu'il avait toujours voulu jouer à Toronto. Puis finalement, il n'avait pas réussi. Je pense, si je connais pas son histoire, mais je pense qu'il y avait quelque chose avec l'académie. Puis finalement, ça n'a pas trop marché. Mais bon, bref, c'est pour ça qu'il avait mentionné Toronto. Juste petite D'accord. parenthèse. Ouais, Ouais. ouais. Tu fais bien. Bah, faut peut-être que l'appartenance locale s'efface quand on a une pile d'argent devant soi. Peut-être que c'est ça. Mais on va pas en parler de plus parce que ce n'est pas encore fait. Donc, qui sait ce qui pourrait se passer. Et un autre joueur canadien qui est un petit peu en relation avec la MLS en ce moment, il y a pas mal de rumeurs, c'est Stephen Eustaquio. Alors, à l'Impact, ça parle, enfin à Montréal, pardon, ça parle d'un mouvement à l'Impact, à Vancouver, ça parle d'un mouvement
aux Whitecaps. Est-ce que tu le vois signer quelque part au Canada, toi qui le connais aussi, il est international, il est international Oui, canadien, il me il est semble. international Ouais. canadien, effectivement. En fait, c'est très drôle l'histoire de Steven Eustáquio parce que c'est un joueur qui peut jouer en numéro 8, donc un joueur un profil qui est très important, qui serait très important pour l'Impact de Montréal, mais c'est aussi un joueur qui peut jouer un peu en numéro 6, donc un peu reculé. Donc c'est un très très bon joueur, il est tout jeune, il a 22 ans seulement. Il a déclaré il y a peut-être un an comme quoi il pouvait choisir de jouer pour, je pense, le Mexique, le Mexique ou le Portugal ou le Canada. Puis il a choisi Mhm. finalement le Canada. Il jouait à Cruz Azul, il a joué un peu partout au Portugal. En fait, il était plus portugais, pas mexicain, pardon. Mhm. Il a joué avec les U21 du Portugal. Et puis c'était un espoir. Donc, jouer avec les U21 de Portugal, ça veut dire que tu as quand même du talent. Et Mhm. finalement, il a eu sa première sélection avec le Canada cette année, en fait. Et c'est un joueur très important, sauf qu'il a eu une grosse blessure l'année passée qui a fait que tout le monde a eu peur. Je ne me rappelle plus c'est quoi la blessure en tant que telle. Tout le monde a eu peur pour son avenir et son potentiel. Par contre, là, il retrouve un peu plus d'allant. Il commence à retrouver un peu la compétition. Ça se passe très bien dernièrement dans les derniers mois. Puis là, Cruz Azul a mentionné comme quoi il est sur la liste des transferts. Pardon. Il est sur la liste des transferts. Ce qui est drôle dans tout ça, tu l'as mentionné, c'est que l'Impact et Vancouver, tout le monde pense qu'il va signer chez eux. Par contre, le plus drôle, c'est que la dernière rumeur, c'est qu'il va signer au Portugal de nouveau. Donc, Mhm. bref, on ne sait plus trop quoi penser, mais ce serait un excellent joueur pour la MLS, un excellent joueur, que ce soit pour les Whitecaps ou pour l'Impact de Montréal. Ce serait vraiment un plus, un gros plus pour ces deux équipes-là. D'ailleurs, je tiens à créditer Sofiane Benzaza avec la rumeur pour Montréal, puisque c'est lui qui l'a reporté en premier. Mais oui, mais le milieu de terrain, c'est pas forcément l'endroit où Montréal a besoin le plus de se renforcer, si. Euh, Si, Ah, tu veux dire pour l'Impact de Montréal? ouais, parce que je pensais que Oui. surtout plus en attaque, quoi. Bah, pas S'il vraiment, en faut fait, parce faire que signer du monde. si tu joues en 4-3-3, tu as juste Tyler et Piet, ou sinon tu as des jeunes. Donc, tu n'as Hmm. personne d'autre pour jouer ton troisième. Et c'est ça, ça a été le gros problème, l'Impact de Montréal, l'année passée et l'année d'avant. Parce que c'est là où on a dû faire jouer Michael Azira en tant que milieu de terrain. Puis, il est pas milieu, c'est pas un relayeur, c'est un milieu défensif. Donc, il Ouais, jouait en c'est tant ça. que relayeur. Donc, il n'y avait pas le profil. Puis après, on a vu la progression de Chamichom. Mais même s'il est très bon, Chamichom, c'est pas un titulaire non plus. Donc oui, tu as besoin de ce milieu de terrain. Après, tu as besoin aussi d'un attaquant. Mais il y a Et de tellement de joueurs défenseur. que tu as besoin. Ouais, tu as tellement Ouais. besoin de joueurs que bon, la liste est longue. Il y a beaucoup de trous en effet du côté de cette équipe de Montréal, mais on est sûr que ça va commencer à s'activer un petit peu lors de l'hiver. Il ne faut pas perdre espoir. Donc, à voir Eustáquio. Donc, oui, Eustáquio et Cavallini, peut-être en direction du Canada. Et on va parler ensuite un petit peu d'entraîneur, puisque les rumeurs des joueurs ont fait un peu le tour. Puisque il y a cette semaine déjà, Freddy Ruiz a été confirmé à Real Salt Lake. Oscar Pareja revient en MLS après sa pige au Mexique du FC Dallas et revient à Orlando, ce qui est une très bonne chose, puisque c'est un très bon entraîneur à Dallas, je trouvais, à l'époque, et c'était peut-être le premier transfert que fait Orlando qui a un peu de sens, parce que ils nous ont plutôt habitués à faire des coups un peu bizarres, même s'ils avaient bien réussi d'ailleurs sur une Nani l'année dernière. Mais trois clubs ont toujours pas d'entraîneur. Le Chicago Fire, l'Inter Miami et le New York City FC. C'est très étrange parce que trois clubs, trois situations différentes. Du côté du Chicago Fire, on entend vraiment peu de rumeurs, ce qui est pas forcément rassurant. Un nouveau directeur sportif serait en tout cas sur le point d'arriver, donc peut-être qu'ils attendent qu'il arrive, mais la seule rumeur pour le moment qui est nommée, c'est Steve Cherundolo, un ancien joueur de l'équipe nationale américaine qui pour le moment travaille en Bundesliga, mais pas en tant qu'entraîneur, plutôt au niveau des transferts et du développement de jeunes. Au niveau de l'Inter Miami, Marcelo Gallardo de River Plate c'est toujours un petit peu dans les rumeurs, mais personne ne sait s'il va venir ici ou plutôt en Europe. Patrick Vieira était aussi dans les rumeurs, mais sauf qu'il est toujours pas, enfin, il est toujours en poste
à Nice. Et puis maintenant, il y a même des rumeurs qui commencent à arriver sur le fait qu'il pourrait prendre la place de Emery à Arsenal. Donc c'est toujours très compliqué. Et au New York City FC, la rumeur Giovanni Van Bronckhorst qui devait rejoindre des Pays-Bas, apparemment ce ne serait plus trop d'actualité puisqu'il serait même pisté en Europe dans différents clubs anglais, puisqu'en ce moment en Première Ligue, il y a un vrai changement d'entraîneur un peu partout, hein, que ce soit dans les gros clubs, à Arsenal, à Tottenham, mais aussi, pardon, à Arsenal, mais aussi dans les plus petits, à Everton ou à Watford. Donc beaucoup de rumeurs qui finalement ne s'activent pas. Adi, quel club a le plus besoin d'un coach selon toi entre le Chicago, Miami et New York? Bah, écoute, ils ont tous besoin d'un coach, c'est sûr, parce que tu peux pas. Tu veux construire un effectif si tu sais pas, bah, t'as pas la personne qui va diriger cet effectif-là. Donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, oui, si jamais tu veux vraiment celui qui est l'équipe qui a le plus de trous, bah, c'est Chicago, hein. Chicago a un gros problème. Euh, ils ont, ils se sont débarrassés des meilleurs joueurs qu'ils avaient. Bon, après, c'était pas non plus des cracks, mais bon, bref. Il y a beaucoup à faire du côté de Chicago. Je sens que je ne sais pas qui dirige le bateau du côté du Fire, entre leur branding désastreux, entre leur côté sportif. C'est vraiment dommage. Un club qui a été très bon au début de la MLS, puis maintenant, bof, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Du côté de Miami, écoute, pour les trois équipes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore le temps. Ok, on est encore le 8 décembre, en date d'aujourd'hui, c'est là où on enregistre. Euh, on a amplement le temps parce que la saison de la MLS, ça commence vers la fin février. Donc, on s'entend, il y a 3 mois encore. Donc, tu vas dire que le camp d'entraînement va commencer vers mi-janvier, fin janvier, dépendamment de qui joue la Ligue des Champions. On va en parler plus tard. Donc, tu as encore au moins un mois. Il y a encore beaucoup de temps. Par contre, c'est dangereux pour ces trois équipes-là. Et Chicago, ils ont besoin de joueurs, ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin de tout. On dirait un club d'expansion, encore pire qu'un club d'expansion. En fait, Miami est plus avancé que Chicago, selon moi. Ouais, non, clairement, non seulement dans l'équipe, mais en plus Chicago n'a plus de président de club, il me semble, puisqu'ils ont viré le general manager Nelson Rodriguez, enfin qui passe plus dans le côté business du club apparemment, plus l'entraîneur, plus de directeur sportif, ils ont juste en fait un nouveau propriétaire, Joe Mansueto, qui essaye de créer quelque chose, mais c'est vrai que oui, entre le logo qui a été un flop complet, et puis les signatures qui se font attendre, il y a beaucoup de travail au niveau de Chicago. Moi, je pense quand même c'est plus urgent du côté de Miami parce que c'est quand même une équipe d'expansion. Donc, faut que même si tu as dit Chicago ressemble vraiment à une équipe d'extension, à Miami, il y a quand même toute une identité à insuffler et ça va prendre du temps. Du côté de New York City FC, je me fais oui plus trop de doutes. J'en parlais dans le dernier podcast. Je suis étonné quand même que le City Football Group n'est pas quelqu'un. Mais je pense que voilà, ils ont l'habitude de gérer ce genre de situation et ils ont sûrement des plans B ou plans C au cas où ça passe pas très bien. Mais la différence, en fait, excuse-moi Antoine, mais je voulais juste ajouter pour New York City FC, la différence, en fait, avec New York City FC, c'est que New York City FC, l'effectif est presque au complet, hein. Tu as une équipe très complète qui finit première de la conférence Est l'année passée. Tu as tout ce qu'il faut, peut-être une pièce ou deux juste pour un peu bouger un peu les choses. Mais tu as une très bonne équipe du côté de New York City FC. Donc, ça dérange un peu moins parce que l'entraîneur, quand il va venir, il va peut-être faire il a une ou deux décisions à prendre, peut-être 3 décisions à prendre. Et puis le reste, tout est déjà en place. Tandis que pour les deux autres, il n'y a rien. On commence par rien, là. Donc, bref, on verra bien ce qui va se passer dans ces 3 clubs. Et oui, et on va passer un petit peu, comme tu l'as dit, à la CONCACAF Champions League. La CONCACAF Champions League qui commence dès février, mais le tirage au sort est demain. Donc on voulait parler un petit peu des clubs qui sont sélectionnés, juste pour dire peut-être lesquels on pense pourraient faire un parcours un peu plus respectable que les autres, sachant que c'est quand même une compétition dans laquelle les clubs MLS ont énormément de mal à s'imposer, malgré quelques parcours, comme celui de Toronto il y a 2-3 ans, ou celui de Montréal avant ça. Les clubs de MLS ont vraiment l'habitude de se faire éliminer très rapidement par les clubs mexicains. Donc, les clubs qui sont qualifiés pour la prochaine édition, il y a le Los Angeles FC, le New York City FC, Atlanta United, les Seattle Sounders et puis Montréal grâce à sa victoire en Coupe du Canada, la Coupe du Voyageur. Est-ce que, Adi, lesquels tu vois un petit peu
pousser vraiment, parce que c'est pas seulement avoir le talent suffisant sur le roster pour la jouer, mais c'est aussi vouloir la jouer, parce que c'est comme la Coupe d'Europe dans le vieux continent, il faut vouloir la jouer et mettre ses titulaires, avoir un groupe avec beaucoup de profondeur d'effectifs pour pouvoir gagner cette ligue. Ben écoute, on a de la chance cette année parce que déjà, les 4 équipes américaines, donc les Sounders, Los Angeles, New York City FC et Atlanta, c'est 4 grosses équipes. OK? Mm. Donc, tu as 4 grosses équipes qui ont quand même une bonne profondeur. Tu n'as aucune de ces équipes-là qui se retrouve avec un effectif à 100% complètement dépourvu de profondeur. Et ça, c'est très intéressant pour la MLS parce que c'est des équipes complètes. Bon, il y a des petits trous, bien évidemment, mais n'empêche, si jamais tu espérais voir certaines équipes de la MLS se battre en Champions League, ben c'est ces 4-là que tu aurais choisi, peut-être avec une ou deux supplémentaires. Mais bon, c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. Qui irait le plus loin? Je pense que maintenant, ben, c'est sûr, les champions en titre Seattle, malgré quelques petits changements, devraient être ceux qui vont plus loin, même si ça n'a pas été toujours facile pour eux en Ligue des champions CONCACAF. Du côté de l'Impact de Montréal, ben, comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu que l'Impact est arrivé en finale en 2015, ça a ramené tellement de monde qui sont devenus fans de l'Impact à cause de cette épopée en Ligue des Champions. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont accroché le wagon juste à cause de ça. Et l'Impact et les dirigeants de l'Impact sont au courant combien c'est important de faire une bonne figure en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'ils vont se bouger, ça va bouger très vite du côté de l'Impact parce qu'ils savent que c'est quelque chose de très important pour les fans montréalais, pour accrocher, parce qu'on sait qu'il y avait des problèmes de foule l'année passée. Donc, je pense que ça va être une équipe assez revancharde, l'Impact de Montréal. Parce que, bien évidemment, à un moment donné, ils étaient même en avance dans cette finale qu'ils ont perdue contre Club América. Donc, bref, il y a un côté revanche où ils ont vraiment envie d'y arriver. Donc, moi, je trouve que les 5 équipes ont vraiment beaucoup de chance d'y arriver. Ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est juste qu'il faut s'y prendre comme il faut. Il faut construire l'effectif. Il y a encore un mois avant que ça arrive. Et il faut aussi, bien évidemment, commencer le camp d'entraînement un peu plus tôt en s'assurant d'avoir les recrues le plus tôt possible dès le début du camp d'entraînement. Ça, c'est autre chose aussi. Oui, c'est toujours les mêmes problèmes. De toute façon, les clubs mexicains sont en pleine saison, les MLS, c'est les débuts de saison, donc parfois certains clubs ont vraiment du mal. Atlanta, l'année dernière, par exemple, a eu un début de saison catastrophique et puis n'ont pas vraiment réussi à faire grand-chose en compétitif Champions League. Moi, je mettrais Atlanta plus en tant que l'équipe favori pour moi, pour faire un parcours honorable, parce qu'ils ont une profondeur de banque que Seattle n'a pas encore. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec les transferts, mais ils ont perdu pas mal de monde, Seattle, pas mal de vétérans surtout, et de joueurs de profondeur. Et puis la compétitive Champions League, c'est surtout ça, parce qu'il faut... Les clubs sacrifient souvent cette compétition quand ils sont en mal en MLS. Et on l'a vu à Atlanta, oui, au début de l'année dernière, ou Sporting Kansas City, quand ils ont fait l'année dernière un beau parcours, mais en MLS, c'était n'importe quoi. Toronto, il y a quelques années aussi. C'est dur de jouer sur les deux tableaux. Et je pense qu'Atlanta est l'effectif pour ça, tout comme le LAFC. Seattle peut faire des bons résultats, New York City aussi. Et comme tu dis, Montréal, ça dépend du tout en fait des transferts, parce qu'il manque pas mal d'éléments. Est-ce que le club peut faire des belles signatures? S'il le peut, oui, il y a moyen qu'il fasse un très très bon parcours aussi. Et ça dépend de la forme des clubs mexicains. On essaiera de parler avec des experts mexicains ou d'autres nations pour en parler un peu plus, comme on le fait souvent pour analyser une fois que le tirage au sort sera fait. Mais en tout cas, oui, ça peut être une belle année pour la MLS parce que, comme tu le dis, les bons clubs sont là. Chaque année, j'ai l'impression que souvent avec l'US Open Cup ou alors avec la Coupe du Canada, parfois il y a des clubs qui se qualifient et qui sont vraiment pas au niveau pour cette compétition, même si au final ils nous surprennent souvent, hein. Mais par exemple, Houston l'avait fait sans faire grand-chose. Pareil pour d'autres clubs comme Dallas il y a quelques saisons, il me semble. Ils n'avaient pas l'effectif pour la jouer, mais ils étaient qualifiés grâce à des coupes ou grâce à des gagnants de conférences. Mais c'était vraiment dommage de ne pas avoir les meilleurs effectifs à jouer. Et là, vraiment, Seattle, LAFC, New York City aussi, et Atlanta, comme tu le dis, aux États-Unis, c'est vraiment de très bons effectifs et Montréal peut le faire aussi. Donc, assez excité pour cette compétition. C'est une compétition qui nous permet aussi de découvrir beaucoup de clubs centra-américains ou mexicains, donc ça fait toujours plaisir de la suivre.
Oui, effectivement, et c'est drôle parce que, et en plus, ça nous aide aussi un peu à lancer regarder, en fait, observer ces autres équipes-là et peut-être trouver des petites pépites intéressantes à recruter en MLS aussi. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. J'aimerais juste mentionner que sur le tirage au sort, comme tu l'as dit, se fait demain. Et puis, il est gratuitement, je pense. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir si je ne me trompe pas sur une chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est demain soir aux alentours de 8-9 heures. Je n'ai pas l'heure exacte qui est faite, que ce sera fait. Donc, ça va être intéressant de voir le tirage au sort. Il y a de très, très bonnes équipes qui vont être en jeu, bien évidemment, du côté des adversaires. On a les Mexicains, le Club América, Cruz Azul, quand même le Tigres. On a de très bonnes équipes qui vont être là. En tout cas, j'ai hâte à voir ce tirage au sort là. Oui, et puis c'est toujours dans de magnifiques stades, comme ils le font au Mexique en plus. Donc très hâte de voir ça aussi. Et on va passer à notre dernier segment, les trophées du Canada Soccer et de la Fédération américaine. Chaque année, ces fédérations font un peu les trophées du joueur de l'année, joueuse de l'année, les jeunes aussi, jeunes internationaux. C'est des trophées qui sont plus basés, j'ai l'impression, sur les performances en sélection que sur en club. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Par quel pays veux-tu commencer, Adi? Bah, commençons par les États-Unis. Allez, honneur aux ricains. On va commencer par les jeunes. Je sors tout de suite ma feuille. Voilà. Les jeunes sélectionnés. Donc, dedans, on a des talents MLS. Gianluca Busio, notamment du Sporting Kansas City. Serginho Dest de l'Ajax. Ricardo Pepi du FC Dallas. Paxton Pamichael de Dallas aussi. Joe Reyna de Dortmund. Et Chris Richard du Bayern Munich, un ancien de FC Dallas. Le FC Dallas qui est vraiment très bien présenté. Donc, ce sont les nominés pour le meilleur jeune joueur de l'année. On en parlait un petit peu hors antenne, a dit, moi je pense que si ça se base un petit peu sur la performance aussi en club et en sélection, franchement, Serginho Dest est très bien placé pour gagner ce prix parce qu'il joue de plus en plus à l'Ajax Amsterdam. Il a commencé à intégrer l'équipe masculine américaine après les bonnes performances en U20. Mais c'est vrai que toi, tu étais plus pour Paxton Pamichael et il y a des chances que lui aussi gagne le trophée. Exactement. Moi, je pense plus que c'est pas Michael. C'est très simple parce que je regarde toute la saison 2019 et je regarde le nombre, la progression quand même assez énorme de Pomical. On s'attendait à cette progression-là, sauf qu'il l'a quand même réalisé. Pour moi, ce serait lui. Après, pour Dest, c'est aussi une très bonne option. Bouzio, je pense qu'il n'a pas autant progressé que l'année passée. Donc, je pense qu'il sera peut-être troisième. On a Pépi, je pense plus que ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus, qui continue sa progression, qui sera beaucoup plus en lice pour le trophée l'année prochaine. Bref, et Richards et Reina, malheureusement, je ne les ai pas trop vus pour juger, mais pour moi, ce serait Pomical et c'est ça va se jouer entre Dest et Pomical, je pense qu'on est tous les deux d'accord, mais pour moi, je pense que ce serait Pomical. Oui, il y a beaucoup de chances que ce soit l'un des deux. Et du niveau des femmes pour le trophée de la jeune joueuse de l'année, il y a Trinity Byers, Naomi Girma, Brianna Pinto, Casey Murphy, Alison Sentner, et Alison Sentner. Je t'avoue que je ne les connais pas, n'étant pas spécialisé vraiment au soccer féminin. Adi, toi, je sais que tu suis un petit peu. Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent? Je suis un petit peu, c'est sûr que je suis un peu plus la sélection canadienne. Par contre, pour moi, j'en ai vu 2 ou 3 d'entre elles et pour moi, Casey Murphy est un peu au-dessus du lot. Après, on verra. On verra ce qui va se passer, mais c'est sûr, je suis pas aussi proche je suis pas de près la sélection américaine autant que la sélection canadienne chez les jeunes. Là, j'aurais un peu plus, je m'y connais beaucoup plus pour donner mon avis. Bah, on va pouvoir parler un petit peu des adultes américaines, si tu veux, Oui. parce qu'on a pu, là, par contre, eux, les voir en Coupe du Monde cette année. C'est pas forcément la prétendante au titre, peut-être pas sur le plan sportif, mais en tout cas le plan promotionnel, celle qui vient de gagner le Ballon d'Or féminin. Megan Rapinoe est dans les nominés, avec Alyssa Nair, Alex Morgan, Carly Lloyd, Rose Lavelle et Julie Ertz. Encore une fois, je ne suis pas le plus grand connaisseur de la fédération féminine, mais je verrais mal ce trophée aller à une autre personne que Rapinoe, parce que même si en club elle n'a pas fait grand-chose, cette année elle a été quand même primordiale pour la sélection américaine en Coupe du Monde, et j'ai l'impression que ces trophées de la fédération sont surtout pour les performances dans l'équipe nationale, et puis ce serait étrange de pas faire remporter le trophée par la personne qui a quand même gagné le Ballon d'Or. Qu'est-ce que tu en penses, Guy?
Ben, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que Rapinoe a eu quelques petites embrouilles avec la fédération. Donc, ça pourrait jouer aussi sur ça, mais ce serait vraiment très surprenant. Après, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup n'apprécient pas la joueuse parce qu'elle a un peu ce côté un peu arrogant, ou même elle a dit, ah, je me vois maintenant, je suis au même niveau que Messi et Ronaldo. Bref, elle aime vraiment. Vraiment créer la sensation et puis faire en sorte que le monde parle d'elle, en bien ou en mal tant qu'il parle d'elle. N'empêche, c'est une très très bonne joueuse qui le mérite. Sinon, de l'autre côté, pour moi, c'est une de mes joueuses favorites du côté des États-Unis, c'est Rose Lavelle, qui a été extraordinaire cette année. Le reste, c'est des équipes, c'est des joueuses qui sont très très bonnes, mais je pense pas que c'est leur meilleure année cette année pour prendre le trophée. Ben, pour moi, ce sera Rapinoe à 99,999%. Et puis, c'est elle qui va succéder à qui? À Alex Morgan, qui elle aussi est nominée. Mais sauf que ce sera le successeur de Alex Morgan, ce sera Megan Rapinoe. Ouais, c'est très, très probable en effet. Et du côté des hommes, dans une année très étrange, avec des performances parfois très bonnes, parfois très controversées, l'équipe masculine a connu vraiment une année extrêmement étrange. Les 6 nominés sont Aaron Long, le défenseur de New York Red Bull, Weston McKennie, le milieu du Schalke 04, le vétéran Tim Ream de Fulham, le milieu Golden Boy Christian Pulisic de Chelsea, Jordan Morris des Seattle Sounders, et puis finalement JC Zardes, il fallait qu'il soit là, l'attaquant de Columbus, le vétéran de la MLS, qui a connu en vrai une assez bonne saison sous le maillot américain. Personnellement, là, je pense que le trophée va se jouer entre 2 joueurs, Christian Pulisic, parce que c'est Christian Pulisic, c'est l'attaquant de Chelsea, c'est le meilleur joueur américain depuis des années. Et puis Jordan Morris, qui a peut-être été, je pense, j'ai vu, j'étais pas le seul à le penser, il y a pas mal de journalistes qui ont dit que Jordan Morris pourrait le gagner, parce qu'il a une saison très très bonne sous le maillot américain, surtout. Il était très bon avec Seattle, mais avec le maillot américain, c'était, je crois qu'il a plusieurs buts cette année. Voilà, 5 buts, 4 passes décisives, notamment en Nation League et puis en Gold Cup. Toi, à qui tu vois un petit peu gagner ce trophée? Bah écoute, ça va dépendre comment ils vont voir, parce qu'on sait que bien évidemment c'est le meilleur joueur de la fédération qui est nommé. Par contre, il faut voir comment ceux qui vont décider, comment ils vont décider, comment ils vont prendre leurs décisions. Est-ce qu'ils vont voir la saison au complet de ces joueurs-là ou est-ce qu'ils vont voir juste les matchs internationaux de ces joueurs-là? Et c'est là où ça va se jouer. Si c'est la saison au complet, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Christian Pulisic. Il n'y a vraiment pas de doute parce qu'il joue au plus haut niveau dans un des meilleurs clubs du monde. Il est extraordinaire, même si avec l'équipe nationale, ça n'a pas été extraordinaire non plus. Si on va plus se focaliser sur la saison avec l'équipe nationale américaine, ben oui, je suis d'accord avec toi, ce sera Jordan Morris. Mais pour moi, ce sera Pulisic. L'équipe nationale américaine, surtout tu l'as dit, il y a eu des hauts et des bas cette année. Il y a quand même une frange de supporters qui commencent à devenir un peu anti-équipe nationale parce qu'ils n'aiment pas les choix que la fédération fait. Donc maintenant, en nominant quelqu'un comme Christian Pulisic, ça donne un poids important et ça donne en fait, ça peut être fédérateur et ramener certains sceptiques à supporter l'équipe nationale. Moi, je pense que ça va être aussi un choix politique, Christian Pulisic, parce que non seulement c'est un excellent joueur, mais en plus, il joue à Chelsea, mais en plus, c'est le Golden Boy, mais en plus, c'est le joueur le plus médiatisé. Donc, je pense que ce serait beaucoup plus logique que ce soit Pulisic. Et pour revenir pour Jassy Zardes, que tu n'aimes pas du tout, c'est un vétéran, mais il mérite sa place. Il a 28 ans, il mérite vraiment sa place cette année. Mais bon, le fait qu'il y ait Zardes, qui a une très bonne saison hein, avec le sous-maillot américain, et puis Tim Ream, qui en vrai a été très bon à partir des milieux de la Gold Cup, a commencé à redevenir bon. Ça montre quand même qu'il y a un manque de talent évident et surtout de prétendants à ce titre. Je suis complètement d'accord avec toi pour le choix politique. Sur le choix de la saison, Christian Pulisic a connu un début de saison très compliqué avec Chelsea. Il est revenu un petit peu récemment, alors que Jordan Morris a quand même gagné la MLS Cup, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau du tout. Et d'ailleurs, je vais voir Pulisic normalement après-demain en Champions League. Je vais au stade de Chelsea, donc j'ai très hâte de le voir. J'espère qu'il sera titulaire. Mais ça va être intéressant de voir qui va gagner. En effet, d'ailleurs, le match se jouera 2 jours avant, je crois, le trophée américain. Tous ces trophées américains dont on a parlé, selon la fédération, ils seront remis dans la
deuxième semaine de décembre. Donc, il n'y a pas de date exacte, très étrangement, mais ça devrait être la semaine prochaine. Ouais. Ensuite, ouais. Il faudrait aussi ajouter que le gagnant l'année passée, c'était Zach Steffen. Donc, on va voir qui va venir prendre la place de Zach Steffen parce que bon, Zach Steffen n'a pas été choisi et logiquement, je trouve, cette année. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu en club, c'est bien passé, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il était en sélection, il a été bon, mais sans être non plus incroyable. Parlons maintenant des Canadiens. Les Canadiens, on va commencer avec les jeunes. Chez les hommes, les jeunes nominés sont Loïc Cloutier, Gianfranco Fracchineri, Cameron Habibula, Marc Quadio, Jaden Nelson, Damiano Petzil, ou Petzile, je ne sais pas si c'est italien, pardon, et Jason Russell Rowe et Nathan Dylan Saliba. Je suis désolé pour ma prononciation de certains de ces joueurs. Il y a beaucoup de, on voit que c'est un pays qui a beaucoup d'origines différentes et c'est beau. Qui tu vois un petit peu pour gagner ce jeune joueur de l'année au Canada? Ben écoute, c'est drôle parce que si tu regardes un peu ce jeune joueur de l'année, tu as quand même deux joueurs qui sont dans l'équipe nationale U15. Donc on s'entend que Mm. c'est quand même intéressant de voir pour le jeune joueur de l'année que tu vas aussi loin que ça. Pourquoi? Parce que le Canada, on l'a dit, on l'a mentionné plusieurs fois sur Culture Soccer, est en plein essor point de vue footballistique. Il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait par la fédération pour avoir des joueurs de talent. Et on l'a vu, bien évidemment, on a vu la Coupe du Monde des moins de 17 ans où le Canada, malheureusement, a fait piètre figure, mais n'empêche, ils avaient une équipe très, très jeune. Et on a vu un joueur qui est sorti du lot. On s'y attendait pas du tout. Et c'est le jeune Marc Quadio, le gardien de but, qui a été extraordinaire durant la Coupe du Monde. Si jamais le Canada n'a pas pris de plus grosses valises, c'est grâce à lui, Marc Quadio. Pour moi, c'est mon favori. Après, il y a Jaden Nelson qui est aussi très bon. Si je ne me trompe pas, il fait partie de l'Académie de Toronto. Puis c'est un très, très bon joueur, un très bon attaquant, Jaden Nelson. Mais je pense que ça va passer par Marc Quadio à presque 100%. D'accord. Et du côté des femmes, là encore, je vais pouvoir travailler mes accents anglais, italien et français parce il y a la diversité dans les noms. Tania Boychuk, Jessica De Filippo, Kayleigh Novak, Jade Rose, Caitlin Shaw, Nicalia Small, Olivia Smith et Juliane Vallerand. Adi, encore une fois, là, j'ai besoin de ton expertise. Qui tu vois remporter ce trophée? Ben, du côté des femmes, et c'est là où c'est un peu plus difficile, c'est sûr que il y a un peu moins de talent. Dernièrement, on en a parlé, c'est assez agréable à un moment donné. Puis on continue à suivre les équipes nationales canadiennes, bien évidemment. Il y a un peu moins de structure. On sent que il y a beaucoup moins de talent. Par contre, il y a du talent parce que on a Olivia Smith qui a été même internationale avec l'équipe A. Elle a Mhm. juste 15 ans. Ah 15 oui. ans. Et elle est extraordinaire. Et pour moi, c'est elle qui va remporter ce trophée-là. On a aussi Jade Rose qui a aussi été dans les environs de la sélection de l'équipe A. Non, mais bon, pour moi, je pense que ce sera Olivia Smith. Sinon, je serais très, très étonné. Après, il y a de bonnes joueuses comme Jessica De Filippo qui est quand même très, très bonne. Et puis voilà, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire du côté féminin, par contre, pour l'équipe nationale canadienne. Ouais, 15 ans, ça brasse très large en effet. Et les deux trophées pour les jeunes seront remis le 10 décembre, donc après-demain. Et on va passer maintenant aux adultes. Du côté des femmes, les nominés sont Janine Becky de Manchester City, Kalesha Buchanan de l'Olympique Lyonnais, Alicia Chapman de Houston, Sabrina D'Angelo de Vittsjö en Suède, Jessie Fleming de UCLA en college soccer, Jordine Huitema du Paris Saint-Germain, Stéphanie Lave de North Carolina Courage, Ashley Lawrence du Paris Saint-Germain également, Sophie Schmidt de Houston, Desiree Scott des Utah Royals, Christine Sinclair, la vedette du Portland Thorns, et Chelina Zadorski du Orlando Pride. Encore une fois, Adi, c'est toi qui vas être l'expert sur ce trophée-là. Qui tu vois remporter le Sésame? Ben, très sincèrement, c'était Christine Sinclair qui a gagné l'année passée. Pour moi, ce ne sera pas elle cette année. Pour moi, ce sera Kadisha Buchanan, qui est avec l'Olympique Lyonnais et qui a eu une saison du tonnerre avec l'Olympique Lyonnais. On sait que c'est une des équipes les plus dominantes dans le monde du côté féminin. Et pour moi, ce serait elle qui va gagner grâce à son expérience. Après, il y a plusieurs joueuses qui ont été choisies que pour moi, ils n'ont pas leur place là. Une petite mention spéciale à Jessie Fleming pour notre ami Florian Moget
PSG qui était là la semaine passée. On en a parlé de Jessie Fleming qui a été très bonne avec UCLA. Malheureusement, je pense qu'ils ont perdu UCLA en demi-finale de College Cup. Bref, très très bonne joueuse qui est le futur de l'équipe nationale canadienne. Je pense qu'elle a entre 20 et 22 ans, je ne me rappelle plus de son âge, mais très très bonne joueuse. Il y a une autre jeune joueuse qui est Jordine Huitema qui a 18-19 ans. Elle aussi, elle joue au Paris Saint-Germain. Elle vient tout juste de signer au Paris Saint-Germain pour gagner de l'expérience. Donc c'est possible que dans le futur, elle soit là. Mais pour moi, cette année, ce serait Kadisha Buchanan devant Christine Sinclair. Après, bien évidemment, on sait combien Christine Sinclair est importante dans l'histoire du soccer féminin canadien. Donc, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'elle soit aussi choisie un peu par défaut, mais ce serait vraiment dommage que ce ne soit pas Buchanan. Mhm. D'accord. Et c'est marrant ce que tu dis sur le fait qu'il y a il y a beaucoup de nominés, en effet. Je ne sais pas pourquoi. La Fédération canadienne en a nominé 12, pareil pour les hommes, là où les Américains avaient donné 5, mais du coup, 6, pardon. Mais oui, moi aussi, chez les hommes, j'étais surpris de certaines nominations. Beaucoup de monde. Et on va les détailler maintenant. Scott Arfield des Glasgow Rangers, Milan Borjan de Belgrade, Red Star, Lucas Cavallini, dont on parlait, de Puebla et peut-être bientôt de Vancouver, Derek Cornelius de Vancouver, Jonathan David de Ghent en Belgique, Alfonso Davies du Bayern Munich, Junior Holloway de Cardiff City, Atiba Hutchinson de Besiktas, Marc-Anthony Kaye du Los Angeles FC, Richie Laria de TFC du Toronto, pareil pour Jonathan Osorio, et puis finalement Samuel Piet de l'Impact de Montréal. Voilà les nominés pour le trophée masculin du joueur canadien de l'année par la fédération. Alors, encore une fois, là, ça se joue, ça dépend si ça se joue de la sélection ou du club, parce qu'on a vu quand même des joueurs, notamment ceux de Toronto, arriver jusqu'en finale de la MLS. On a vu Marc-Anthony Kaye avoir une saison dingue avec le Los Angeles FC. Après, en sélection, c'est souvent différent. Moi, je me suis été très impressionné par Scott Arfield ou Junior Holloway, notamment. Alfonso Davies, forcément, commence à être titulaire au Bayern Munich et c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Adi, qui tu vois émerger comme les favoris pour ce trophée? Pour moi, il y a juste un seul joueur qui va le gagner cette année, c'est Jonathan David. Jonathan David avec la Gantoise qui est en train de tout casser en Ligue belge, qui a tout cassé avec l'équipe nationale canadienne, qui va, je pense j'ai pas les chiffres, mais je vais les sortir bientôt, mais il a marqué beaucoup de buts avec l'équipe nationale en très peu de matchs. Et si on connaît l'histoire de l'équipe nationale canadienne, le meilleur buteur a 22 ou 23 buts, tandis que Jonathan David a 11 buts en 12 matchs. Donc, on s'entend que pour moi, et tous ont été marqués, je pense, cette année. Donc, bref, pour moi, Jonathan David, il n'y a pas de doute. Après, il va succéder, bien évidemment, à Alfonso Davies. Pourquoi je ne mets pas Alfonso Davies? Parce qu'Alfonso Davies, malheureusement, avec sa reconversion entamée du côté du Bayern Munich, où au lieu de le placer en tant qu'ailier gauche, il le place plus qu'en tant que défenseur gauche, où il commence à prendre ses marques. Mais je trouve que c'est vraiment du talent gâché, selon moi. On a essayé de le mettre plusieurs fois en tant que défenseur gauche avec l'équipe canadienne. À chaque fois, c'était un fiasco total. Donc, je ne pense pas que ce sera lui qui sera choisi. Pour moi, c'est Jonathan David et juste lui. J'ai été étonné, par exemple, Atiba Hutchinson, qui n'a pas fait grand-chose cette année. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du Canada, Atiba Hutchinson. Il est juste vieux maintenant, il a 36 ans, 37 ans, puis il n'a pas fait grand-chose cette année. Je ne vois pas pourquoi il a été nominé. Si jamais on avait une chance de choisir le joueur qui a le plus progressé, ce serait Richie Laryea de Toronto parce qu'il est extraordinaire. Mais oui, pour moi, c'est Jonathan David. Il n'y a pas de question là-dessus. D'accord. Moi, j'étais très étonné aussi de voir Cornelius, qui est bon, mais enfin, c'est pas non plus. Ouais. Je comprends pas pourquoi il sélectionne autant de monde pour le trophée. Peut-être pour avoir un maximum de nominés et puis laisser un peu la chance ou de l'espoir pour plusieurs. Mais j'étais très étonné de voir Cornelius et puis Chelsea aussi. Mais voilà, ça conclut un petit peu ce segment sur les trophées et la sélection. Et donc, ça conclut un petit peu ce podcast. Merci beaucoup, Adi, de l'avoir fait avec moi. Merci à toi, à toi Antoine, c'est toujours un plaisir comme d'habitude, puis c'est ça, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur les meilleurs joueurs selon vous avant que ce soit annoncé, donc pour vous qui sont les meilleurs joueurs qui devraient être choisis par la Fédération de soccer aux États-Unis ainsi que Canada Soccer, n'hésitez pas à commenter sur Twitter, sur Facebook, là où vous voulez.
Ouais, exactement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes aussi sur Liberapay si vous voulez nous donner un petit quelque chose si vous avez apprécié ce podcast. Nous sommes aussi sur, bien sûr, notre site internet. Et récemment, Anthony de Varenne nous a sorti un très bon bilan de la saison 2019 du USL Championship, la deuxième division américaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On se retrouve en tout cas, nous, sur le podcast dès la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés et ciao!